Elle est un peu oxydée, elle n'est pas très usée, donc elle a servi. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ça pourrait être un câble. C'est une vraie chaîne. Le cadenas est un cadenas sérieux, fait au Mexique par une entreprise internationale. Sans la clé, personne ne peut ouvrir un cadenas pareil. Le cadenas est solide, mais il n'est pas très grand, 5 cm environ. La chaîne, elle, mesure près de 2 mètres de long. Elle est en acier composé de 83 anneaux accrochés les uns derrière les autres. C'est un objet de quincaillerie. Il se trouve dans un musée. De 98 à 18, j'ai été une sorte de facilitateur entre le gouvernement colombien et diverses guérillas. Les deux principales, les FARC et les LN. En 10 ans, Jean-Pierre Gontard a effectué 35 voyages en Colombie, mandatés par le gouvernement suisse pour favoriser la paix et faire libérer des otages. Parce que c'est bien d'otages dont il est question dans cet épisode. Cette chaîne aurait servi à entraver le colonel William Donato Gomez, détenu de la guérilla des FARC durant 12 ans, 12 longues années passées avec 3 autres captifs. Cette chaîne du colonel, puisque quand il a été libéré, il avait été promu au rang de colonel, elle correspond à des gens qui ont été capturés à un moment très spécial de la guerre colombienne, c'est-à-dire les années 1998, 9, 2000. La guérilla avait choisi comme stratégie d'entrer dans Bogota. C'est pas un objectif si facile à atteindre que ça. Donc ils ont cherché à former des unités de plusieurs centaines de guerriers, jusqu'à 500 à la fois. Vous imaginez 500 guerriers qui circulent dans un pays. Ça, c'était la honte pour le pays, bien sûr, et en particulier le gouvernement et l'armée. Ils ne pouvaient pas s'attaquer tout de suite aux grandes villes. Donc ils ont cherché à s'attaquer à des petites villes qui étaient à la frontière du Brésil et de l'Équateur, qui ont servi de centre de contrôle du commerce de la coca. Ça avait un avantage pour eux aussi, c'est qu'ils s'attaquaient d'un coup aux militaires et à la police. Parce que dans ces endroits-là, il y avait une forte présence de la police. Quand Donato a été capturé, il y a eu 75 captures de militaires le même jour, 53 policiers capturés et 16 morts. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats. Évidemment, ils ont eu un problème de logistique. Ils ont dû partir dans des endroits beaucoup plus éloignés, beaucoup plus sûrs. Et c'est là qu'ils ont organisé ce que l'on a souvent vu en photo, de vrais camps, avec des barbelés, des couchettes. Il y a eu jusqu'à 200 à 300 prisonniers en même temps. Les otages constituent alors un véritable business pour les guérillas. Selon la fondation locale País Libre, alors active pour la paix, quelques 22 000 personnes auraient été enlevées entre 1996 et 2006. Parmi les cibles, des militaires, des policiers, des politiciennes et des politiciens, mais aussi des civils à forte valeur pécuniaire. Il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'il y avait en Algérie pendant les années sombres, c'est-à-dire les faux barrages. Il y a des policiers qui vous arrêtent dans la montagne. Ils arrêtaient 20 voitures à la fois. Et ils avaient leur voiture dans laquelle il y avait des ordinateurs. Et ils cherchaient à trouver le passeport ou le pièce d'identité et la déclaration fiscale pour savoir si les gens avaient du bien ou n'en avaient pas. William Donato Gomez est retenu avec un autre militaire et 2 policiers. Tous sont enchaînés. La chaîne, c'est un symbole non seulement de la captivité, mais c'est un symbole de la faiblesse, de l'humiliation de ce que vous représentez. Si vous représentez la police, si vous représentez l'armée, si vous représentez l'Église, le grand capital, ou un étranger, ou un allié, ça vise l'autre. Si vous êtes enchaîné, pris en photo, ça c'est très important, vous êtes vraiment humilié. C'est un symbole à la fois d'humiliation, mais c'est aussi, pour ceux qui sont préparés, ou bien qui ont de l'imagination, c'est un élément d'optimisme. Si quelqu'un est enchaîné, c'est qu'il va bouger. Parce que sinon, on pourrait le mettre au cachot, ou bien on l'attache à un objet fixe, ou à un poteau, ou à un arbre. Même si ce n'est que passer d'un campement à l'autre,
tous les 7 ou 8 jours, changer, faire 7 km ou 10 km. C'est important pour la santé en général et aussi pour l'estime de soi. On est capable de se déplacer comme eux. Et la préservation de la santé, bien sûr, est capitale lorsqu'on est otage. Pour les ravisseurs également, parce qu'un otage mort ne rapporte plus grand-chose. Selon Jean-Pierre Gontard, la chaîne devait enserrer William Donato Gomes à la taille, afin de ne pas trop prétériter son physique. Mais la forme mentale est tout aussi primordiale. Il m'est arrivé de travailler pour faire libérer 2 personnes qui avaient été enchaînées, mais l'une avec l'autre, pendant 1 an. L'un était catholique et l'autre tout ce qu'il y a de plus païen. Alors imaginez un Mexicain intellectuel, très pieux, et un Brésilien qui aimait beaucoup la distraction et qui était sous les ordres du Mexicain. Et ils se sont dit, ça va durer, il faut qu'on soigne notre santé mentale. Et ils ont demandé à avoir une radio. D'abord on leur a dit, non mais on vous donne une Bible. Un des 2 était très content. L'autre a dit, je vais apprendre pas mal de choses. Hein. Et puis, ils ont insisté, ils ont eu une radio. Le Brésilien, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'arbre généalogique de l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux m'aider? On se posera des questions. Et lui, le patron, il lui a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre le cours de la bourse à Londres. Sur cette radio, on peut la voir tous les jours et je veux la convertir mentalement dans d'autres monnaies. Et ils ont fait ça pendant 1 an jusqu'à ce qu'ils aient été libérés. S'ils avaient été séparés, ils n'auraient pas pu faire ça. Si la chaîne avait été plus courte, ça aurait été vraiment impossible. C'est important qu'ils aient à penser quand ils sont détenus, mais surtout à penser de façon constructive, à faire travailler leur ménage, des choses compliquées, pour qu'eux-mêmes gardent le respect pour leur propre personne. Ils sont humiliés. Donc c'est ça qui est très important. Que ce soit quelque chose de compliqué, et là, quand ils sont 2, il y a quelqu'un qui peut apprécier et dire non, là, tu te trompes, là, je crois qu'on devrait faire comme ça, ou bien là, non, mais là, voilà. On ne sait pas à quel exercice mentaux se sont consacrés William Donato Gomes et ses comparses pour tenir 12 années durant, mais l'on sait qu'un petit poste de radio leur a été salvateur. 3 de la mañana en punto, estamos en las voces del secuestro de Caracol Radio y a todos los familiares y amigos de secuestrados les aseguramos que nuestras voces llegan hasta el verde espeso de la selva, donde se encuentran sus seres queridos esperando este alimento para el alma a través de sus mensajes de esperanza, amor y libertad. Depuis 1994, à l'initiative d'un ex-otage journaliste, Las Voces del Secuestro sur Radio Caracol donne la parole aux familles des otages, chaque dimanche de minuit jusqu'à l'aube. Un gosse raconte à son père avoir perdu une dent de lait, une mère s'adresse à son fils, une sœur à son frère. Un amoureux dédicace une chanson à son épouse, Ingrid Betancourt. On annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles, chacun dispose d'1 minute 30. Je me suis rendu compte que la vie continuait et que je devais tenir pour retrouver ma famille. Témoigne un ex-otage. William Donato et ses 3 compagnons sont libérés le 13 juin 2010 dans le cadre de l'opération Caméléon impliquant des agents infiltrés parmi les FARC. Donato s'enfuit dès les premiers coups de feu, il est retrouvé le lendemain dans la jungle colombienne. Après une conférence de presse dans laquelle il apparaît avec une chaîne rouillée autour du cou, il la remet en guise de remerciement à Herbin Hoyos, l'animateur vedette et fondateur de Las Voces del Secuestro. Lorsque le journaliste décède du Covid en 2021, son frère offre à son tour l'objet, plus rutilant, au musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Peut-être quelqu'un a-t-il jugé bon de le nettoyer. Une chaîne en acier et un cadenas, ça peut sembler étrange dans une collection. Mais des pièces bizarres, le musée Genevois en a d'autres. Une paire de tongs en plastique rouge, un tabouret, un ours en peluche. Loane Monge, en charge des collections et des archives du musée au moment de l'enregistrement de ce podcast, dresse l'inventaire. Il y a plus de 26 000 pièces de collection, 10 500 photographies, 10 000 affiches, 600 estampes et lithographies, 450 cartes postales, 450 dessins, 300 gravures et une centaine de lettres. Ainsi que 1800 autres objets, dont 410 ont été fabriqués par des prisonniers et offerts ou vendus à des délégués du CICR et des sociétés Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Alors dans les objets très jolis fabriqués par les prisonniers, il y a par exemple un signe qui a été fait en pliage de papier,
un personnage qui est en prison, taillé en fait dans du savon. D'autres objets constitués avec du papier, avec du chewing-gum, avec du pain, beaucoup de matériaux en fait qu'on n'attendrait pas. C'est souvent une représentation de ce qu'ils sont en train de vivre, donc souvent ça représente soit une envie de liberté, soit un certain enfermement, fait avec les moyens du bord, donc avec ce qu'ils ont sous la main dans leur camp ou dans leur prison. Face à tant de diversité, quelle est la politique d'acquisition du musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ? On ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout acquérir, on ne peut pas accepter toutes les propositions de dons si on n'arrive pas à retracer le contexte de l'objet, une vague localisation, soit géographique, soit temporelle. En général, on ne va pas intégrer cet objet dans les collections. Si on a des informations, on essaye de voir s'il a une valeur historique, symbolique ou artistique. Et puis, on se pose aussi la question de savoir si on a des objets qui sont semblables dans les collections ou bien si ça serait quelque chose d'unique. Les objets ont tous une valeur finalement très difficile à estimer, voire même inestimable. Je pense par exemple au prix Nobel reçu par Henri Dunant, qui est le premier prix Nobel de la paix. C'est impossible de mettre un chiffre sur un objet historique aussi important. Et cet objet à la valeur inestimable, vous pouvez le découvrir dans un autre épisode de cette série. Vous pouvez en tous les cas tous les écouter ou les réécouter via le site du musée.